Je n'aurais jamais imaginé que le jour le plus heureux de ma vie, le jour de mon retour, se transformerait en le début de mon enfer. Je suis descendu du bus au coin de l'avenue Las Palmas. Mes vieilles bottes, pleines de boue sèche de mon dernier chantier au Texas, pesaient comme du plomb. Mais mon cœur battait léger, comme celui d'un jeune homme amoureux. 20 ans, 20 maudits ans à rêver de ce moment. Je me suis ajusté la casquette usée, j'ai secoué un peu la poussière de ma veste en jean, celle qui a plus de patch que de tissu original, et j'ai marché vers la maison que j'ai payée avec chaque goutte de ma sueur. Je ne voulais pas arriver en limousine, ni avec mes costumes italiens, ni escorté par mes gardes du corps. Je voulais savoir si mes enfants m'aimaient encore pour ce que je suis, et non pour les millions que j'ai maintenant à la banque. Quel idiot j'ai été, bon sang. Quel vieux naïf. En arrivant au numéro 405, je me suis arrêté net. J'ai senti que l'air me manquait dans les poumons, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. La maison était magnifique, fraîchement peinte, d'un blanc osseux, imposante. Il y avait des voitures de luxe garées dans toute la rue. Mercedes, BMW, des camionnettes de l'année. Des gens habillés en noir avec des coupes de champagne à la main. Ils entraient et sortaient. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le luxe, mais ce qui pendait au-dessus du portail principal. Une toile géante, une bannière de 3 mètres avec ma photographie. Une vieille photo de moi quand j'étais jeune et fort, entourée de rubans noirs et de lettres dorées disant en mémoire de notre cher père Rogelio Salazar, 1965-2020. 5 ans depuis ton départ, mais ton héritage reste vivant. Je me suis frotté les yeux. 1, 2 fois. Je suis fou. Je suis mort dans le bus et je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis pincé le bras. Ça a fait mal. Je suis vivant. Béni soit Dieu. Je suis vivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai avancé comme un somnambule vers l'entrée. La musique des violons jouait doucement depuis le jardin. Ça sentait la nourriture chère, le parfum français et l'hypocrisie. Hé, arrête là! Un garde de sécurité, un gorille de 2 mètres en costume bon marché, m'a bloqué le passage. Où crois-tu que tu vas, vieux? C'est un événement privé. L'entrée des services est par le couloir, et aujourd'hui, nous ne donnons pas d'aumône. Non, je ne viens pas demander d'aumône. J'ai balbutié, ma voix tremblant de confusion. Je suis Rogelio, c'est ma maison. Celui-là, j'ai désigné la toile d'un doigt tremblant. Celui de la photo, c'est moi. Le garde a éclaté d'un rire sec. Oui, bien sûr. Et moi, je suis Pancho Villa. Dégage, vieux ivrogne, avant que je te mette dehors à coups de pied. À ce moment-là, le portail s'est ouvert et je l'ai vu. Carlos, mon fils aîné, mon petit. Ce n'était plus le petit garçon maigre que j'avais laissé pleurer à l'aéroport. Maintenant, c'était un homme vêtu d'un costume qui coûtait plus que ce que je gagnais en un an quand je suis arrivé au Nord. Il tenait un verre de vin rouge à la main et riait avec des invités. Carlos, j'ai crié avec l'âme dans la gorge. Fils, c'est moi. Je suis ton père. Carlos s'est retourné. Son sourire s'est effacé instantanément. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux. Il n'y avait pas la joie de voir un père ressuscité. Il y avait du mépris. Il y avait du dégoût, comme s'il avait vu un cafard dans son assiette. Il s'est approché de moi, non pas pour m'embrasser, mais pour s'assurer que les invités n'entendaient pas. Que fais-tu ici? A-t-il chuchoté d'une voix si froide qu'elle m'a glacé les os. Je t'ai dit de rester là-bas. Comment ça? Que fais-je ici? Mes yeux se sont remplis de larmes. Fils, j'ai lu l'enseigne. Pourquoi disent-ils que je suis mort? Je t'ai envoyé de l'argent la semaine dernière. Je t'ai envoyé un message hier. Carlos a regardé autour de lui, nerveux. Il s'est approché davantage, envahissant mon espace personnel, sentant l'alcool cher. Ferme-la, vieux stupide, a-t-il sifflé entre ses dents. Pour le monde. Tu es mort depuis 5 ans. Nous avons déjà encaissé l'assurance, nous avons déjà fait les papiers. Si tu ouvres la bouche et dis qui es-tu? Tu nous coules tous. Tu comprends? Tu es mort. Dégage de ma fête où je te jure que tu souhaiteras être vraiment mort. Avant de continuer,
Abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu nous écoutes dans les commentaires ci-dessous. L'impact de ces mots a été pire que n'importe quel accident que j'aurais pu subir sur le chantier. Je suis resté pétrifié, regardant mon propre sang, mon aîné, me parlant avec la haine d'un ennemi mortel. L'assurance, ai-je demandé d'une voix brisée. Tu m'as tué pour de l'argent, Carlos. Je t'ai envoyé des milliers de dollars chaque mois. Tout ce que j'ai est pour vous. Ce ne sont que des miettes. Il m'a interrompu sans élever la voix, mais avec une colère contenue. Ce que tu envoies ne suffit pas au niveau de vie que nous méritons. Sophia et moi sommes des gens de la société maintenant, papa. Nous ne pouvons pas avoir un père jardinier, un immigrant honteux apparaissant ici avec ses bottes pleines de fumier. Nous avons plus de valeur mort que vivant. Les gens nous plaignent. Ils font des dons à notre fondation. C'est parfait. J'ai essayé de lui toucher l'épaule. Un geste instinctif de père. Fils, s'il te plaît, regarde-moi. C'est moi, celui qui t'a appris à faire du vélo, celui qui t'a soigné les genoux écorchés. Regarde-moi dans les yeux. Carlos m'a donné une violente claque, éloignant ma main calleuse de son costume impeccable. « Ne me touche pas !» a-t-il crié, attirant l'attention de quelques invités proches. « Gardien, fais sortir ce sans-abri d'ici. Il dérange mes invités. Mais c'est ton père. » J'ai crié, ne me souciant plus de qui entendait. Mon père était un grand homme qui est mort en construisant des gratte-ciel à New York, a dit Carlos à haute voix, jouant pour son public, avec une fausseur qui m'a donné la nausée. Tu n'es qu'un vieux fou qui cherche à profiter de la douleur des autres. Dehors, il m'a poussé. Mes jambes, fatiguées du voyage et de l'âge, ont failli. Je suis tombé à genoux sur le trottoir en béton. La douleur physique était aiguë, mais la douleur de l'âme, oh mon Dieu, celle-là n'a pas de nom. Depuis le sol, j'ai levé les yeux. J'ai vu les gens murmurer, me regardant avec mépris. « Pauvre Carlos », disait-il. « Quel manque de respect de ce vagabond de venir un jour si sacré. J'étais l'intrus à mes propres funérailles. J'étais le méchant dans l'histoire que mes enfants avaient inventée pendant que j'étais là, à genoux, regardant mes mains écorchées contre le béton. Les souvenirs m'ont frappé comme un tsunami. Ces mains, oui, ces mains n'ont pas toujours été celles d'un vieux riche. Il y a 20 ans, quand je suis parti, ces mains étaient douces. Je leur ai dit adieu à cette même porte. Ma femme venait de mourir du cancer et j'étais ruiné. Je leur ai promis, je vais revenir et je vais leur construire un château. Ils ne manqueront jamais de rien. J'ai traversé le désert de l'Arizona en marchant 3 jours sans eau. Je me suis caché de l'immigration sous des ponts pleins de rats. Je suis arrivé au Texas sans parler un mot d'anglais et avec rien. J'ai commencé à balayer des sols sur des chantiers de construction. Je mangeais du pain périmé que les supermarchés jetaient pour pouvoir économiser chaque centime et l'envoyer au Mexique. Je dormais 4 heures. Je travaillais 20, je travaillais du lever au coucher du soleil jusqu'à ce que ma peau se durcisse comme du cuir et que mon dos se plie définitivement. Mais j'avais un don pour les plantes et pour le design. Avec ces mains calleuses, j'ai commencé à aménager des jardins le week-end. Un client m'a recommandé à un autre. J'ai économisé, acheté ma première camionnette délabrée, puis j'ai engagé un assistant. Puis 10. 20 ans plus tard, Rogelio Landscaping and Construction est l'une des plus grandes entreprises de San Antonio. J'ai des contrats avec le gouvernement, j'ai 50 camions, j'ai 200 employés qui m'appellent Don Rogelio, avec respect. J'ai un compte bancaire avec plus de zéros que Carlos pourrait en compter. Mais je ne lui ai jamais dit. Quel idiot j'ai été! Je voulais leur donner une leçon d'humilité. Je voulais qu'ils apprécient l'effort. Quand ils appelaient, je répondais toujours. Peu importe si j'étais en réunion avec des architectes ou en train de dîner avec le maire. « Comment vont mes enfants ?» leur demandai-je. « Bien, papa. Nous avons besoin d'argent pour les frais de scolarité. Nous avons besoin pour la voiture. » « Bien sûr, mon fils. » Voilà. Ils ne m'ont jamais demandé. « Comment vas-tu, papa? Est-ce que tu as mal au dos? As-tu déjà mangé ?» Ils demandaient juste. Et moi, aveuglé par l'amour, je donnais. Même quand j'ai voulu apprendre à utiliser les appels vidéo, Carlos avait toujours une excuse. « Le Wi-Fi du village ne fonctionne pas, papa. Ma caméra est cassée. Grand-mère dort. Ne la réveille pas. » La grand-mère. Ma mère. La pensée m'a secoué,
et m'a ramené au présent. Je me suis levé en titubant. Je me suis essuyé le sang du genou. La fureur commençait à remplacer la tristesse. Si j'étais mort, que serait-il arrivé à ma mère? À ce moment-là, elle est sortie, Sophia, ma princesse, la petite fille que je coiffais avant d'aller à l'école. Maintenant, c'était une femme éblouissante, vêtue d'une robe noire moulante, pleine de bijoux, des bijoux que je suis sûr d'avoir payés. En me voyant, il n'y avait pas de surprise, juste une grimace de dégoût, comme si elle avait senti du lait aigre. Elle a sorti un flacon de parfum de son sac et a vaporisé l'air entre nous. « Oh mon Dieu, quelle odeur !» a-t-elle dit en plissant le nez. « Carlos, pourquoi ce type est-il encore ici? Il va effrayer les investisseurs !» « Sophia » dis-je en ignorant son insulte. Ma voix sonnait rauque. « Fille, regarde-moi, je suis papa. Je n'ai pas de papa. Mon papa est un héros qui est mort. » Elle a répété le script en croisant les bras. « Va demander de l'argent ailleurs ?» J'ai fait un pas en avant. « Je ne veux pas de ton argent. J'ai plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies, petite idiote. » Mais cela n'a pas d'importance. Maintenant, je veux voir ma mère. Je veux voir la grand-mère Rosa. Sophia et Carlos échangèrent un regard rapide, un regard de complicité et de nervosité. La grand-mère Sophia a lâché un petit rire nerveux. La grand-mère se repose. « Où ça ?» exigeai-je. Le mois dernier, on m'a envoyé une photo d'elle tenant le journal du jour. Elle avait l'air fatiguée. « Où est-elle ?»« Nous l'avons mise dans une maison de retraite, » intervint Carlos rapidement, se mettant devant sa sœur. « La meilleure de la ville, 5 étoiles, résidence à Los Angeles. Elle a des infirmières 24 heures sur 24, un jacuzzi, de la nourriture gourmet. Elle va mieux que nous, une maison de retraite. » Je sentis un nœud dans l'estomac. Ma mère détestait les hôpitaux. J'envoyais 2000 $ supplémentaires chaque mois, juste pour qu'elle ait des infirmières ici, chez elle. Pourquoi l'ont-ils sortie? Parce qu'elle gênait, je veux dire, parce qu'elle avait besoin de soins spécialisés. Elle se corrigea Sophia, mais la bévue était évidente. De plus, elle ne reçoit pas de visites, et encore moins de gens avec cette apparence. Imagine, tu arrives en sentant la sueur et la terre, tu la fais mourir de peur. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai vu leurs pupilles dilatées. J'ai vu Sophia jouer nerveusement avec son collier de perles. Ils mentent. J'ai négocié avec des requins immobiliers au Texas. Je sais quand quelqu'un essaie de me vendre du vent. Ils mentent, dis-je en baissant la voix. Elle n'est dans aucune maison de retraite 5 étoiles. Je le vois dans leurs yeux. Dites-moi où est ma mère, ou je jure devant Dieu que je fais tomber cette grille de mes propres mains. La menace sembla briser la patience de Carlos. Ce n'était plus seulement de l'agacement, c'était la peur que je découvre quelque chose de plus. « J'en ai assez !» cria Carlos. « Sécurité, enlevez ce fou de dessus moi. Donnez-lui une leçon pour qu'il ne revienne pas. » Les 2 gorilles de la sécurité s'approchèrent en craquant leurs jointures. Je suis un homme fort. Le travail acharné me garde en forme. Mais j'ai 60 ans, et ils étaient 2 montagnes de muscles jeunes. « Ne touchez pas à mon père !» essayai-je de crier, mais le premier coup me coupa le souffle. Un poing lourd s'écrasa contre mes côtes. J'entendis un craquement sec. La douleur me rendit temporairement aveugle. « C'est une propriété privée !» cria l'un des gardes en me donnant un coup de pied dans le tibia. Je tombai au sol, cette fois face contre terre, directement dans une flaque de boue qui s'était formée près du trottoir à cause de la pluie qui commençait à tomber. La boue froide entra dans ma bouche, dans mon nez, mes vêtements, mon déguisement d'homme humble. Maintenant, j'étais vraiment trempé et sale. Depuis le sol, crachant de la terre et du sang, je levai les yeux. Je vis Carlos et Sophia sur le seuil du portail, sous le toit, sec et en sécurité. Sophia se couvrait la bouche, mais elle ne semblait pas horrifiée. Elle semblait préoccupée par le fait que le scandale ait ruiné la fête. Carlos souriait, un sourire cruel de triomphe. « Regarde-toi », dit Carlos en me désignant avec son verre. « C'est là où tu appartiens, dans les ordures. » Il s'approcha d'un pas sans quitter la propriété et me regarda avec un mépris infini. « Écoute-moi bien, vieux. Si tu réapparais, si tu reviens demander la grand-mère ou si tu essaies de dire que tu es Rogelio, je te jure que la police te trouvera avec de la drogue dans les poches et tu pourriras en prison pour usurpation d'identité. Ici, celui qui a l'argent et le pouvoir
C'est moi. Tu es un personne, un fantôme. Et les fantômes ne parlent pas. Il se retourna. Fermez le portail, ordonna-t-il. Le portail en fer noir, celui que j'ai conçu de mes propres mains en dessinant sur une serviette il y a 20 ans, se ferma lentement. Le grincement du métal sonna comme le verrou d'une tombe. Je restai là, allongé sous la pluie, avec les côtes en feu et le cœur en morceaux. La pluie lavait le sang de ma lèvre, mais elle ne pouvait pas laver la honte. Honte d'avoir élevé ces monstres. Honte d'avoir été si aveugle. Mais alors que je rampais vers le mur pour essayer de me relever, quelque chose changea en moi. La douleur physique était toujours là, mais la douleur émotionnelle commença à se durcir, se transformant en quelque chose de froid et tranchant, comme de l'acier. Je regardais mes mains pleines de boue. « Très bien, Carlos, » murmurai-je dans le vide, alors que la pluie se mêlait à mes larmes. « Tu veux jouer à ce que je suis un personne? Tu veux jouer à ce que je suis mort ?» Je serrai le poing, en sentant la force qu'il me restait, la force qui avait levé un empire de rien. Alors prépare-toi, mon fils, car les morts n'ont pas de miséricorde. Et je vais découvrir où tu as ma mère, même si je dois incendier le monde entier pour la trouver. Je me levai, titubant, boitant. Je ne suis pas allé à l'arrêt de bus. J'ai marché vers l'arrière de l'urbanisation, vers le couloir de service. Je savais que là, je trouverais des réponses. Je savais que Maria, la vieille employée de maison, donnait toujours à manger aux chats par la porte de derrière. À cette heure-là, la chasse venait de commencer. Je me levais de la boue comme un animal blessé. La pluie tombait plus fort maintenant, lavant le sang de ma lèvre fendue, mais le froid que je ressentais ne venait pas du climat. Il venait de savoir que mes propres enfants m'avaient frappé. Je touchais mes côtes. Elles faisaient mal en respirant, probablement une fissure, mais cette douleur était une caresse comparée à l'angoisse qui m'oppressait la poitrine en pensant à ma mère. Je ne suis pas allé à l'arrêt de bus, je ne pouvais pas partir. Je marchais en boitant, collé au mur extérieur de l'urbanisation, me cachant parmi les buissons décoratifs pour que les gardes ne me voient pas. Je connaissais cet endroit mieux que quiconque. J'avais moi-même conçu les plans originaux de cette maison il y a 2 décennies, rêvant de chaque brique. Je savais qu'il y avait un étroit couloir à l'arrière, un passage de service par lequel ils sortaient les poubelles et par lequel entraient les employés. Le contraste était insultant. Devant, des lumières, de la musique classique et des voitures de luxe. Derrière, des conteneurs à ordures débordant, une odeur de déchets et l'obscurité. En arrivant à la grille arrière, j'ai vu une silhouette courbée. C'était une vieille femme, vêtue d'un tablier usé, vidant une assiette de restes pour des chats errants. Mon cœur a fait un bond. « Maria », murmurai-je d'une voix rauque. La femme sursauta et laissa tomber l'assiette. Elle plissa les yeux dans l'obscurité, essayant de voir qui était le vagabond qui l'appelait. « Allez-vous-en », dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai pas d'argent. Si le seigneur Carlos vous voit ici, il va nous punir tous les deux. » Je m'approchai de la faible lumière du lampadaire, enlevai ma casquette trempée et lui laissai voir mon visage. « Maria, c'est moi, Rogelio. » La vieille employée de maison porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri. Ses yeux se remplirent de larmes instantanées. Elle avait travaillé pour nous depuis que Carlos était un bébé. Je payais secrètement ses médicaments pour l'arthrite depuis les États-Unis. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-elle en se signant. « Don Rogelio, c'est un miracle. C'est un fantôme. Je ne suis pas un fantôme, Maria. Je suis vivant, dis-je en me tenant à la grille pour ne pas tomber. Mais ils disent que je suis mort. » Maria s'approcha de la grille, touchant mes mains à travers les barres froides. Ses mains étaient aussi calleuses que les miennes. « Oh, patron, on nous a dit qu'il est mort dans un accident sur le chantier. Le jeune Carlos nous a montré l'acte de décès. Ils ont fait une messe. » « C'est un mensonge, Maria. Tout est un mensonge. » Je l'interrompis. L'urgence me brûlait la gorge. « Mais cela n'a pas d'importance maintenant. Dis-moi la vérité. Où est ma mère? Ils m'ont dit qu'elle est à la résidence Los Angeles, dans un endroit 5 étoiles. » L'expression de Maria changea. La peur et la honte inondèrent de son visage. Elle baissa les yeux. « Non, patron, il n'y a pas de résidence. » Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. « Où est-elle, Maria? Dis-le-moi. »
Elle pointa un doigt tremblant vers le fond du jardin, au-delà de la piscine éclairée, au-delà de la zone de barbecue de luxe. Elle désigna une zone sombre, pleine de broussailles, où nous gardions autrefois les outils de jardinage et élevions quelques poules. Ils l'ont là, patron? Sanglota Maria. Dans le vieux poulailler, le jeune Carlos dit que la grand-mère sent mauvais, qu'elle fait peur aux visiteurs, qu'elle fait ses besoins dessus. Ils l'ont sortie de sa chambre il y a 3 ans. Dans le poulailler, répétai-je, incapable de traiter l'horreur. Comme un animal, je lui apporte de la nourriture en cachette quand je peux. Mais eux, parfois, ils ne lui donnent pas à manger pendant 2 jours si elle ne coopère pas pour les photos. Je n'attendis pas d'en entendre plus. La fureur me donna une force que je ne savais pas avoir. Je grimpais la grille de service, ignorant la douleur lancinante dans mes côtes, et tombais de l'autre côté. Je me moquais d'être vu. J'allais tuer quelqu'un ce soir. Je marchais parmi les ombres du jardin que j'avais éteintes. Au loin, j'entendais les rires de la fête, le tintement des verres en cristal. À la mémoire de mon père. J'entendis la voix de Carlos par un microphone. Cette voix me retournait l'estomac. Je m'enfonçais dans la zone négligée du terrain. Ici, il n'y avait pas de gazon anglais ni de fleurs exotiques. Il y avait des orties, de la boue et des déchets accumulés. Et là se trouvait le vieux cabanon en tôle rouillée. Le poulailler. L'odeur me frappa avant d'arriver. Une puanteur insupportable d'humidité, d'urine vieille et de pourriture. J'eus envie de vomir, non pas par dégoût, mais par indignation. Ma mère, la femme qui m'a donné la vie, la reine de mon cœur. Ici, maman. J'appelais doucement, poussant la porte en bois pourri qui ne tenait que par une seule charnière. L'intérieur était dans l'obscurité, éclairé seulement par la lumière de la lune qui filtrait à travers les trous du toit. Des gouttes de pluie tombaient rythmiquement sur le sol en terre battue, et alors je la vis. Dans un coin, sur un matelas sale qui semblait sorti d'une décharge, il y avait un petit tas. Elle était enveloppée dans des couvertures usées et grises. En entendant ma voix, le tas bougea avec peur, se recroquevillant contre le mur. Je m'approchai lentement, le cœur battant dans mes oreilles, comme un tambour de guerre. « Maman, c'est moi, je suis Rogelio. » La silhouette tourna la tête. C'était elle, mais en même temps ce n'était pas elle. Ma mère. Doña Rosa avait toujours été une femme robuste, pleine de vie. Ce que j'avais devant moi était un squelette recouvert de peau pâle et transparente. Ses yeux, autrefois brillants, étaient enfoncés dans des orbites sombres. Ses cheveux blancs étaient en désordre et sales. Mais ce qui me brisa l'âme en 1000 morceaux, c'était ce qu'elle tenait dans les mains. Elle tenait fermement un journal du jour. Elle l'enlaçait contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. En me voyant, elle ne me reconnut pas. Son esprit était brisé par la faim et les mauvais traitements. « J'ai déjà le journal, Carlos », murmura-t-elle, d'une voix qui ressemblait à des feuilles sèches traînant au vent. « Regarde, c'est celui d'aujourd'hui. J'ai déjà posé pour la photo. J'ai souri comme tu m'as dit. S'il te plaît, donne-moi la soupe. J'ai faim. Ne me frappe pas. J'ai déjà souri. » Je restai figé. La réalité me frappa avec la force d'un train, la preuve de vie. Ces photos qu'il m'envoyait chaque mois, où elle apparaissait souriante avec le journal à la main, n'étaient pas pour me montrer qu'elle allait bien. C'était une torture. Il la conditionnait comme un chien de cirque. Tiens le journal. Souris. Et on te donne à manger. Tout cela pour que je continue à envoyer les 2000 $ mensuels pour ses médicaments. 2000 $. Avec cet argent, ils auraient pu l'avoir dans un palais et elle dormait sur ses propres excréments. Mon Dieu, un gémissement m'échappa. Mon Dieu, que leur ont-ils fait? Mes jambes fléchirent et je tombai à genoux sur le sol sale à côté du matelas. Je me moquais de la boue, je me moquais de l'odeur d'ammoniac et de maladie. « Maman, je ne suis pas Carlos, » dis-je, les larmes jaillissant de mes yeux sans contrôle, me brûlant les joues. « Je suis Rogelio, ton fils, celui qui est parti. » Elle cligna des yeux, confuse. Elle leva une main squelettique et tremblante pour toucher mon visage. Ses doigts étaient froids comme la glace. « Rogelio, » murmura-t-elle comme si elle se réveillait d'un rêve. « Mon enfant, on m'a dit que tu étais mort. Carlos a dit que tu étais tombé d'un immeuble. »« Non, maman, je suis vivant. Je suis ici.
Elle commença à pleurer. Un pleur silencieux et douloureux. Pardonne-moi, fils. Pardonne-moi d'être ainsi. Regarde comme je suis sale. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. J'ai tellement honte. Non, criai-je en frappant le sol de mon poing. Tu n'as rien à avoir honte. La honte est à moi. Je me jetai sur elle et l'enlaçai. Je l'enlaçai de toutes mes forces, essayant de lui transférer ma chaleur, ma vie. Elle était si légère, elle pesait le même poids qu'un oiseau. Je sentis ses côtes à travers ses vêtements sales. Ce fut à ce moment-là que je m'effondrai. Le grand Don Rogelio, l'homme d'affaires du Texas, l'homme d'acier, se brisa. Je pleurais comme un enfant. Je pleurais de culpabilité. J'ai construit cela. Je sanglotais contre son épaule. J'ai envoyé l'argent. J'ai payé pour ce mur qui te retient. J'ai payé pour la nourriture qu'on te refuse. J'ai créé ces monstres, maman. Je pensais leur donner une bonne vie et je leur ai donné les outils pour te torturer. Je me sentis l'homme le plus misérable du monde. À quoi servaient mes millions? À quoi servaient mes 50 camions et mes contrats avec le gouvernement? Je n'étais pas là pour la protéger. Je l'ai laissée seule, à la merci de loups déguisés en moutons. J'ai froid, fils, murmura-t-elle. Cette phrase arrêta mon pleur net. Le froid. Elle avait froid. Et là dehors, Carlos et Sofia buvaient du vin, au chaud et en sécurité, dépensant mon argent. J'enlevai ma veste en jean, bien qu'elle soit humide, et la couvris. Mais ce n'était pas suffisant. Je me suis essuyé les larmes avec le dos de la main. Ça suffit de pleurer. Le temps des larmes était terminé. Maintenant commençait le temps du sang. Je me suis levé. Le changement était physique. Mon dos s'est redressé, ignorant la douleur de la côte cassée. Ma respiration est devenue lente et profonde. J'ai regardé ma mère une dernière fois avec tendresse. Je lui ai embrassé le front en sueur. « Repose-toi encore un moment, maman. Je vais te sortir d'ici et je te jure par la mémoire de mon père que tu ne ressentiras plus jamais le froid. » Je me suis penché et j'ai retiré la semelle factice de ma botte droite. Là, enveloppé dans du plastique, se trouvait mon téléphone satellite d'urgence et une carte de crédit noire sans limite. J'ai allumé le téléphone. L'écran a brillé dans l'obscurité du poulailler. J'ai composé un numéro, un seul. Ils ont répondu à la première sonnerie. Monsieur Salazar, la voix de Ramirez, mon chef de sécurité et bras droit au Texas, a résonné clairement. Nous avons perdu votre signal GPS depuis 3 heures. Nous étions sur le point d'activer le protocole de recherche. Ça va? Non, Ramirez, je ne vais pas bien, ai-je dit. Ma voix n'était plus celle du vieux jardinier. C'était la voix du PDG qui renvoyait 100 personnes sans cligner des yeux s'ils échouaient. Écoute-moi bien. Je veux l'équipe Alpha ici maintenant. Équipe Alpha, monsieur? Est-ce une situation à risque? Est-ce une situation de guerre? Ai-je répondu en regardant vers le manoir éclairé. Apporte les camionnettes blindées. Apporte l'équipe médicale complète. J'ai besoin d'une ambulance de soins intensifs. Et amène le licencié Montemayor et les enquêteurs privés. Monsieur, nous sommes à l'hôtel à 20 minutes. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, Ramirez, c'est que je vais démolir une maison et mettre 2 personnes en prison pour le reste de leur vie misérable. Entrez par la porte arrière. Brisez le cadenas si nécessaire. Vous avez 15 minutes. J'ai raccroché. Je suis resté là dans l'obscurité à écouter la pluie frapper la tôle. Je ne ressentais plus de douleur. Je ressentais juste une clarté absolue. J'ai regardé mes mains, ces mains calleuses dont j'étais si fier. J'ai toujours pensé que mes mains étaient faites pour construire, pour planter, pour donner la vie. Aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, mes mains allaient détruire. J'ai enlevé la vieille chemise en flanelle que je portais en dessous, restant en t-shirt malgré le froid, et je l'ai utilisée pour essuyer le visage de ma mère. « Ils arrivent, maman » lui ai-je chuchoté. « Les carrosses arrivent. Ce soir, tu vas dormir entre des draps de soie. » Au loin, j'ai entendu le son des sirènes et des moteurs puissants s'approchant. Mes hommes, mon armée. Carlos voulait jouer l'homme puissant. Pauvre, il ne sait pas qu'il vient de réveiller le maître du plateau. 30 minutes plus tard, le scénario avait radicalement changé. Le poulailler était illuminé par les lumières tactiques de mes hommes de sécurité. Ma mère avait déjà été transférée dans l'ambulance privée, canalisée avec du sérum, enveloppée dans des couvertures thermiques, soignée par 2 médecins spécialistes. J'étais assis à l'arrière de l'une des SV blindées, garée dans la ruelle sombre.
Je ne portais plus les vêtements de mendiant. Je m'étais lavé le visage et les mains avec des lingettes humides, et j'avais enfilé un costume noir impeccable que Ramirez gardait toujours pour moi, avec ma montre Patek Philippe. En face de moi se trouvait le licencié Montemayor, mon avocat au Mexique, et le détective privé que j'avais engagé il y a des semaines, mais que je n'avais pas pris au sérieux jusqu'à aujourd'hui. Vous aviez raison, Don Rogelio, a dit le détective en me remettant un dossier bleu. Je suis vraiment désolé. J'ai ouvert le dossier. La lumière de lecture de la voiture a illuminé les documents qui scellaient le destin de mes enfants. Comment ont-ils fait? Ai-je demandé en feuilletant les pages avec froideur. C'était il y a 5 ans, a expliqué l'avocat. Carlos a déposé une demande de présomption de décès. Il a soudoyé un juge local et un médecin légiste pour certifier que vous aviez disparu à la frontière et qu'il était hautement probable que vous soyez décédé. Avec cela, ils ont obtenu l'acte de décès. Et l'assurance. Voilà le crime fédéral, monsieur, a signalé le détective. Vous aviez une vieille assurance vie au Mexique de l'époque où vous travailliez dans la construction ici. Petite, mais avec des intérêts accumulés. Ils ont encaissé 200 000 $, mais ce n'est pas tout. Ils ont falsifié votre signature pour hypothéquer la maison 3 fois. 3 fois. J'ai serré la mâchoire. Cette maison vaut des millions. Où est l'argent? Dépensé, monsieur. Voiture, voyage, fêtes, bijoux et dettes de jeu de Carlos. Ils sont en ruine technique. Ils gardent juste les apparences. Ils vivent de l'argent que vous envoyez mois après mois et de prêts illégaux. En fait, cette fête de charité est une arnaque. L'argent qu'ils récolteront aujourd'hui ne va à aucun asile. Il va directement pour payer des prêteurs colombiens qui menacent Carlos. J'ai fermé le dossier brusquement. C'était parfait. Non seulement ils étaient ingrats, mais ils étaient criminels. Ils étaient des escrocs. Et ils étaient désespérés. Quelle est la situation légale? Ai-je demandé. Nous avons tout pour les mettre en prison ce soir même, a dit Montemayor en ajustant ses lunettes. Fraude, falsification de documents officiels, abus de personnes âgées, négligence criminelle. Si vous donnez l'ordre, la police entre tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre teintée vers le manoir. Je voyais les ombres des invités danser. Je voyais Carlos rire, pensant probablement qu'il s'était débarrassé du vieux fou. Je n'ai pas dit doucement. La police attendra, monsieur. L'avocat semblait confus. Ils sont dangereux. Je ne veux pas que la police l'emmène discrètement. Je veux que tout le monde le voie. Je veux que ses associés, ses amis riches, ses petites amies de la haute société. Je veux que tout le monde voie qui ils sont vraiment. J'ai ajusté le nœud de ma cravate. Je me suis regardé dans le rétroviseur. L'homme qui me renvoyait le regard avait des yeux durs, froids comme l'acier d'un gratte-ciel. Le père aimant était mort dans ce poulailler. Il ne restait plus que le patron. Ramirez, ai-je ordonné par radio. Prépare l'équipe. Nous allons entrer par la porte principale et assure-toi de connecter la transmission vidéo du poulailler aux écrans géants de la salle de fête. Compris, monsieur? Sommes-nous prêts? Oui. Il est temps que le mort parle. Le convoi de camionnettes noires a démarré les moteurs. Le rugissement des moteurs B8 a brisé le silence de la nuit, étouffant la musique des violons qui venaient de la maison. La fête était sur le point de se terminer et le jugement final était sur le point de commencer. La pluie avait cessé de frapper avec force, se transformant en une bruine froide et persistante qui embuait les vitres de la camionnette blindée. Nous étions garés dans l'obscurité de la ruelle de service, invisibles au monde, mais les yeux rivés sur chaque recoin du manoir. Depuis le siège arrière, recouvert de cuir de la plus haute qualité, j'ai observé les écrans haute définition que mes techniciens avaient déployés devant moi. Ramirez et son équipe avaient piraté le système de sécurité de la maison en moins de 10 minutes. « Nous avons une vue complète, Don Rogelio », a informé Ramirez en ajustant son oreillette. « Salle principale, cuisine, couloir et entrée. L'audio est clair. » J'ai hoché la tête sans quitter des yeux l'écran central. Ce que je voyais me retournait l'estomac plus que l'odeur du poulailler. Ma maison, celle que j'avais construite brique par brique avec le rêve de voir grandir mes petits-enfants, était devenue une scène de théâtre bon marché. La salle principale était décorée avec une opulence obscène, des arrangements floraux délirants blancs, mes préférés. Quelle ironie! Ils couvraient chaque coin, coûtant sûrement des milliers de pesos chacun.
Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux en argent, servant du caviar et du champagne français à la crème inaltérable de la société locale. Et au centre de tout, sur une petite scène éclairée par des lumières tamisées pour créer une atmosphère de deuil élégant, se tenait Carlos, mon fils, mon bourreau. Il portait un smoking qui lui allait comme un gant, fait sur mesure. Il tenait le micro avec cette aisance de charmeur de serpent qu'il a toujours eu, ce sourire étudié qu'il utilisait pour me demander de l'argent quand il était adolescent. À ses côtés, sur un écran de projection dans la salle, défilaient des photos de moi, des photos de ma jeunesse, des photos floues que je leur avais envoyées depuis le Texas, toutes avec un cadre noir numérique. Il augmenta le volume de l'audio ambiant. Sa voix remplissait la cabine de la camionnette. Amis, famille, partenaires distingués, dit Carlos en marquant une pause dramatique, baissant la tête comme si la douleur était insupportable. 5 ans, ça se dit facilement, mais cela a été 5 ans d'obscurité sans la lumière qui était mon père. Rogelio Salazar. Les gens murmuraient avec sympathie. Je vis des dames de la haute société s'essuyer les yeux avec des mouchoirs en dentelle. Hypocrite, grognai-je, serrant les poings jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Maudit sans vergogne, mon père, continua Carlos, regardant le plafond, cherchant un ciel qui ne manquerait pas de lui cracher au visage. C'était un homme de sacrifice, un martyr. Il est mort en travaillant aux États-Unis, tombant d'un échafaudage alors qu'il construisait l'avenir de cette famille. Mais son dernier souhait, sa dernière volonté murmurée avant cet accident tragique, était de prendre soin de ma chère grand-mère, Doña Rosa. Je ressentis une bile amère dans ma gorge. Le cynisme était absolu. Il utilisait ma prétendue mort et le nom de ma mère torturée pour se remplir les poches. Comme beaucoup le savent, il mentait avec une facilité déconcertante. La santé de grand-mère Rosa est délicate. Pour honorer mon père, nous l'avons envoyé à la résidence exclusive Lavenvenir dans les Alpes suisses. C'est un traitement expérimental pour sa démence. C'est coûteux, terriblement coûteux. Mais la famille Salazar ne lésine pas sur les dépenses quand il s'agit d'amour. Amour, murmurai-je, tu l'as laissé dormir sur ses propres excréments. Animal. C'est pourquoi Carlos leva un verre et la lumière des candélabres se refléta dans le cristal. La collecte de ce soir est vitale. Ces chèques généreux que vous avez apportés ne sont pas pour nous. Ils iront intégralement à la Fondation Rogelio Salazar pour maintenir le traitement de grand-mère et construire une nouvelle aile dans cet hôpital pour aider d'autres personnes âgées sans abri. La foule éclata en applaudissements. Je vis plusieurs entrepreneurs sortir leurs chèques et stylos en or. Ils étaient sur le point de donner des milliers de dollars à une escroquerie pyramidale. De l'argent que, selon le rapport de mon détective, Carlos utiliserait dès demain pour payer les prêteurs colombiens qui menaçaient de lui briser les jambes à cause de ses dettes de jeu. Je regardais Sofia assise au premier rang. Elle pleurait, mais elle ne pleurait pas pour moi. Elle pleurait parce qu'elle savait que le mensonge était insoutenable. Elle pleurait de peur, ou peut-être pleurait-elle parce qu'elle était une actrice aussi bonne que son frère. « Monsieur !» La voix de Ramirez me sortit de mon transe de colère. L'équipe médicale a terminé de stabiliser Doña Rosa. Elle est prête. Je tournai la tête. La porte arrière de l'ambulance était ouverte. Mes médecins privés avaient fait un miracle en 1 heure. Ma mère ne ressemblait plus à un cadavre. On l'avait lavée, coiffée et habillée d'une robe en soie bleu marine que nous avions achetée en urgence. Elle était assise dans un fauteuil roulant électrique de dernière génération. Elle avait encore l'air fragile, terriblement mince, et ses yeux étaient toujours perdus, mais elle ne tremblait plus de froid. Je descendis de la camionnette. La pluie avait cessé, laissant un air frais et pur. Je réajustai la veste de mon costume Armani. Je n'étais plus le jardinier, je n'étais plus le père suppliant. Je m'approchai de ma mère et m'agenouillai devant elle, prenant ses mains osseuses entre les miennes. « Maman, » lui dis-je doucement, « nous allons entrer dans une fête. Il y aura beaucoup de monde et beaucoup de bruit, mais je veux que tu saches une chose. Tu es la reine de ce soir. Personne ne te fera de mal. Je suis ton bouclier. » Elle me regarda. Pendant un instant, la brume de la démence et du traumatisme sembla se dissiper. Elle serra ma main avec une force surprenante. « Allons voir Carlos ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai peur, fils.
Si je ne souris pas, il ne me donne pas à manger. Cette phrase fut le dernier carburant dont j'avais besoin. La dernière goutte de pitié que je pouvais avoir pour mes enfants s'évapora. À cet instant, je me levai en me sentant mesurer 3 mètres de haut. N'aie pas peur, maman. Carlos ne te donnera plus d'ordre. Aujourd'hui, Carlos va apprendre qui est le véritable maître de la maison. Je regardai Ramirez. Les hommes sont en position. Périmètre sécurisé, entrée bloquée. Personne ne sort sans sa permission. Don Rogelio. Bien. Je redressai ma cravate. Coupez la lumière. Nous allons donner à mon fils la peur de sa vie. À l'intérieur du manoir, la fête battait son plein. Carlos descendait de la scène recevant des tapes dans le dos et des enveloppes avec des chèques. Il se sentait intouchable. Il se sentait comme un dieu. 3, 2, 1 et... Maintenant, ordonna Ramirez par radio. Clic. L'obscurité fut totale et absolue. Les candélabres en cristal s'éteignirent. Les lumières du jardin s'éteignirent. La musique des violons s'arrêta avec un grincement discordant. Un cri collectif de surprise et de peur parcourut la salle. On entendit le bruit de verre tombant au sol. Que se passe-t-il? J'entendis la voix de Carlos, aiguë de panique à travers les haut-parleurs d'urgence. Une panne de courant. Sécurité. Vérifiez les générateurs. Nous ne pouvons pas rester dans le noir. Calmez-vous tous, cria Sofia. Ça doit être un fusible. Ce fut mon moment. L'entrée triomphale du mort. Les énormes portes doubles en chêne massif de l'entrée principale, celles que j'avais moi-même sculptées il y a 20 ans, s'ouvrirent en grand avec un fracas solennel, poussé par mes gardes. Le vent de la nuit entra dans la salle, glaçant les invités. « Lumière !» ordonnai-je par le micro de colle. Soudain, un seul projecteur, un phare tactique de haute puissance que mes techniciens avaient installé dans le hall, s'alluma. Un faisceau de lumière blanche, éblouissante et divine, trancha l'obscurité et pointa directement vers l'entrée. Et là, j'étais. Don Rogelio Salazar, non pas le mendiant sale et pathétique qu'ils avaient expulsé à coups de pied des heures auparavant, mais le patriarche. Le costume noir impeccable absorbait la lumière. Mes chaussures en cuir italien brillaient comme un miroir sur le marbre. Ma posture était droite, défiant, irradiant un pouvoir que l'on n'obtient qu'en survivant à l'enfer. Et poussant le fauteuil roulant, se tenait ma mère, la supposée patiente de Suisse, enveloppée de dignité. Le silence qui tomba sur la salle fut sépulcral. 300 personnes retinrent leur souffle en même temps. On pouvait entendre le battement des cœurs. J'avançais. Clac, clac, clac. Le son de mes pas résonnait dans le hall comme des coups de marteau sur un cercueil. Mes gardes du corps, 6 anciens militaires armés et vêtus de noir tactique, formèrent une cuvette autour de moi, avançant avec une précision militaire, écartant les invités sur les côtés, comme si la mer Rouge s'ouvrait devant Moïse. Carlos, depuis le bas de la scène, porta la main à ses yeux pour se protéger du projecteur. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix tremblante, presque un cri. « Quel genre de blague est-ce » Je continuai d'avancer jusqu'au centre de la piste de danse, juste en dessous du grand chandelier éteint. Je levai les yeux. Carlos m'a enfin vu. Il m'a vraiment vu. Ses yeux s'ouvrirent tellement que je pensais qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Son visage pâlit, jusqu'à devenir de la couleur des cendres. La coupe de champagne qu'il tenait glissa de ses doigts moites. Elle s'écrasa contre le sol, se brisant en 1000 morceaux. Mais le bruit était insignifiant comparé au fracas de sa réalité se brisant en morceaux. Sofia, qui était à ses côtés, poussa un cri étouffé et porta ses mains à la bouche. Ses jambes faillirent et elle dut se tenir à une table. « Papa !» cria-t-elle. Ce n'était pas un salut, c'était un cri de terreur pure, comme si elle voyait un cadavre sortir de sa tombe. Les invités commencèrent à murmurer. Le bruit grandit comme une vague imparable. « Papa ?» dit papa. « Ce n'est pas Rogelio, celui de la photo des funérailles. Mais s'il est mort, nous prions pour lui depuis 5 ans. J'ai assisté à la messe. C'est un fantôme, c'est un miracle. » Je m'arrêtai à 5 mètres de mes enfants. Je lâchai le fauteuil roulant et laissai ma mère devenir visible pour tous. Je croisai les mains dans le dos et regardai Carlos.
Je le regardais avec la même intensité froide avec laquelle je regardais les fondations d'un bâtiment défectueux avant d'ordonner sa démolition. Bonsoir, dis-je. Ma voix, projetée avec la force de mes poumons aguerris au travail, remplit la salle sans besoin de microphone. Je suis désolé d'arriver en retard à mes propres funérailles. Le trafic depuis l'au-delà était terrible et le service en enfer laisse beaucoup à désirer. La panique pousse les gens à faire des choses stupides. Carlos ne fit pas exception. Au lieu de s'agenouiller, au lieu de demander pardon, son instinct de survie criminelle s'activa. « C'est un imposteur !» cria-t-il en récupérant le microphone, bien que sa main tremblait violemment. « Ne vous laissez pas tromper, c'est le vagabond de cet après-midi. Ce vieux fou qui est venu mendier s'est déguisé. » Les gens, confus, commencèrent à douter. Ils regardaient hors de ma photo à l'écran puis moi. 20 ans changent un homme, mais les yeux sont les mêmes. « Sécurité !» hurla Carlos désespéré. « Sortez cet imposteur de ma maison. Il usurpe l'identité de mon père mort. Appelez la police. » Ces deux gorilles de sécurité, ceux-là même qui m'avaient frappé dans la boue, tentèrent de se frayer un chemin à travers la foule pour arriver jusqu'à moi. Ils avaient l'air grands et menaçants. Mais cette fois, je n'étais pas seul. « Oh !» ordonna Ramirez. Avant que les gorilles ne puissent faire 2 pas de plus, mon équipe les intercepta. Ce fut rapide, brutal et efficace. Un coup sec dans le plexus solaire, une clé de bras, et les 2 gardes de Carlos étaient en train d'embrasser le sol, menottés avec des attaches en plastique en quelques secondes. Certains invités crièrent « Personne ne bouge !» tonna Ramirez, montrant son insigne de sécurité privée. Cette propriété est sous le contrôle de la sécurité corporative RL Holdings. Asseyez-vous et gardez le silence. Le contrôle de la salle changea de main en un instant. Ce n'était plus la fête de Carlos, c'était mon procès. Je montais les escaliers de la scène avec un calme délibéré. Carlos reculait en trébuchant sur les câbles de son jusqu'à heurter l'écran de projection. J'arrivais jusqu'à lui arrachais le microphone de la main moite et le regardais de près. Il sentait la peur, il sentait l'urine. Un imposteur, Carlos, dis-je au microphone, ma voix résonnant dans chaque recoin de la maison. Regarde-moi bien. Regarde-moi dans les yeux. Suis-je un imposteur ou suis-je l'homme qui t'a appris à marcher? Suis-je l'homme qui a payé cette carrière d'architecture que tu n'as jamais terminée parce que tu préférais faire la fête? Carlos ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il était paralysé. Je me tournai vers le public. Je vis des visages familiers. Don Ernesto, mon ancien voisin, Madame Clara, la propriétaire de la boulangerie. Mesdames et messieurs, dis-je en maintenant une contenance d'acier, je m'excuse pour le spectacle. Je sais que vous êtes venus honorer la mémoire d'un homme travailleur, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cet homme n'est pas mort. Cet homme, c'est moi, Rogelio Salazar. « C'est impossible !» cria un ancien associé depuis le fond, pâle. « Nous avons vu l'acte de décès. C'est un document officiel. » « Je sais, » acquiesçai-je avec sarcasme. « J'ai aussi été très surpris d'apprendre aujourd'hui que j'étais décédé il y a 5 ans. Il semble que mes enfants étaient très pressés d'hériter, si pressés qu'ils ont décidé de m'enterrer vivant légalement pendant que je continuais à envoyer de l'argent mois après mois pour maintenir leur luxe. « Tu mens !» cria Sophia d'en bas, essayant de sauver ce qui était sauvé, bien que les larmes couléant sur son maquillage. « Il est fou. C'est un acteur engagé par nos ennemis. Notre père est mort au Texas. Nous l'aimions. » Je me mis à rire. Un rire sec, sans joie, qui glaça le sang des présents. « Amour? Tu parles d'amour, ma fille? Et ma mère? Vous l'aimez aussi ?» Je désignai la chaise roulante. Doña Rosa, petite et fragile comme un oiseau blessé, regardait la foule avec des yeux écarquillés par les lumières. « Vous venez d'entendre Carlos demander de l'argent pour la grand-mère Rosa, qui est supposément dans une clinique de luxe en Suisse. » Je fis une pause, laissant le poids de mes mots tomber. « Eh bien, permettez-moi de vous présenter la vraie grand-mère Rosa. » Je descendis de la scène et m'approchai de ma mère. Je mis le microphone près de sa bouche. « Maman, » lui dis-je doucement, « dis l'heure où tu as été. Dis l'heure où tu as dormi la nuit dernière. » Ma mère, accablée, chercha ma main dans le poulailler. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs de concert, sonna fantomatique, brisant le cœur de tous. Dans la petite maison des poules,
J'avais froid. Carlos, j'ai déjà souri avec le journal. Peux-tu me donner la soupe maintenant, s'il te plaît? J'ai très faim. Un cri d'horreur collectif éclata dans la salle. Le poulailler, demanda une dame bijoutée en se portant les mains au cœur. Que dit-elle, saint Dieu? Carlos tenta de descendre de la scène pour fuir par la cuisine, mais Ramirez se planta devant lui comme un mur de béton. Nous n'avons pas fini, mon petit, dis-je en remontant sur la scène. Les gens ont besoin de voir dans quoi ils ont investi leur argent. Ils ont besoin de voir la vérité. Je fis un signe à mon technicien dans la cabine de son. Mais la vidéo. L'écran géant derrière la scène qui, jusqu'à il y a un instant, montrait des photos de moi avec des rubans noirs et de la musique céleste. Clignota. L'image changea brusquement. Ce n'était plus une présentation élégante. C'était une vidéo enregistrée il y a à peine 2 heures, avec vision nocturne et lumière de téléphone portable. Tremblante, brute, réelle. À l'écran apparut l'intérieur du cabanon. On voyait la saleté incrustée dans les murs, les excréments de poules sur le sol en terre, les toiles d'araignée, le matelas pourri et taché d'urine. Et là, en haute définition pour que 300 personnes le voient, se trouvait Doña Rosa, sale jusqu'aux os, rampant pour atteindre une assiette de riz qui semblait avoir mot audio de la vidéo, résonna dans la salle avec une clarté douloureuse. « S'il vous plaît, j'ai faim. Ne me frappe pas, Sophia. Je ne sens plus mauvais. Laisse-moi entrer dans la maison. J'ai froid. » Dans la salle de fête, le silence se brisa. L'atmosphère changea de la confusion à la fureur en une seconde. Les gens commencèrent à crier. Certains pleuraient, d'autres se couvraient la bouche pour ne pas vomir. « Monstre !» cria quelqu'un depuis le fond. « Animaux, misérables !» rugit un autre homme en lançant son verre au sol. « Regardez !» criai-je, ma voix chargée d'une colère biblique en pointant l'écran. « C'est ce que vous financiez, c'est l'asile 5 étoiles. Mes enfants, mon propre sang, avaient mal et ma mère vivant comme une bête pendant qu'ils buvaient du champagne acheté avec l'argent de leurs médicaments. Je me suis tourné vers Carlos et Sofia. Ils étaient acculés contre le mur de la scène. Sofia sanglotait hystériquement, en boule. Carlos regardait partout cherchant une sortie qui n'existait pas. Honte. Je leur ai crié en crachant les mots à la face. C'est ce qu'ils sont. Une honte. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil, je me suis cassé le dos, j'ai enduré des humiliations dans un pays étranger. J'ai mangé des ordures pour que vous soyez des princes et vous êtes devenus des démons. Éteins-le, cria Sofia en se bouchant les oreilles. Éteins ça. C'est un mensonge. Je n'ai pas répondu. Implacable. Regardez, regardez bien votre œuvre, car c'est le seul héritage que vous emporterez aujourd'hui, le souvenir de votre propre cruauté. La vidéo s'est terminée par un gros plan des mains de ma mère, tenant le journal du jour, tremblante. La date était visible, la preuve irréfutable que tout s'était passé aujourd'hui, que pendant qu'il s'habillait en gala, elle mourait de froid à 100 mètres de distance. Les invités ont commencé à s'éloigner de Carlos et Sofia comme s'ils avaient une maladie contagieuse. Le cercle s'est ouvert, les laissant seuls, exposés, nus moralement devant la société qu'ils voulaient tant impressionner. Leurs amis les regardaient avec un dégoût absolu. Le choc émotionnel avait été dévastateur. Ils étaient socialement détruits. Mais je ne suis pas un homme qui laisse le travail inachevé. J'avais besoin du coup final, celui qui garantirait qu'il ne pourrait plus jamais se relever. J'ai fait un signe et le licencié Montemayor est monté sur scène. Sa présence, avec son costume gris et sa mallette en cuir, a apporté une gravité mortelle à la scène. « Peut-être pensez-vous que c'est juste une tragédie familiale ?» dis-je, en retrouvant le calme froid de l'homme d'affaires. « Mais non, c'est un crime, et j'ai les preuves pour vous enterrer. » Montemayor a ouvert la mallette et a sorti un document scellé. « Je suis le représentant légal de M. Rogelio Salazar », annonça l'avocat d'une voix professionnelle et sèche. « Ce que j'ai dans ma main est l'acte de décès numéro 4058, émis il y a 5 ans dans cette municipalité. Il certifie la mort de Rogelio Salazar par accident de travail non spécifié. » L'avocat a levé un autre document en le montrant à l'audience. Et ceci est le paiement de la police d'assurance Vie de Assurance Nationale, 200 000 payés aux bénéficiaires Carlos et Sofia Salazar. L'argent a été déposé et dépensé en totalité en